1000 ans après l'époque viking, le personnage de Ragnar Lodbrok reste difficile à cerner. Ses exploits et ses conquêtes sont nombreux et s'enrichissent de légendes extraordinaires. Voici l'épopée de Ragnar Lodbrok qui va nous permettre de nous plonger dans cette époque viking. Ils s'attaquent aux côtes d'Écosse et d'Angleterre. Ils parviennent même à remonter la Seine jusqu'à Paris, semant le chaos au royaume de France. Oui, il y a clairement des choses qui vont pas avec cette émission. Et j'avais pas prévu de vous en parler tout de suite, mais j'imagine qu'un jour sur la chaîne, on n'y aurait pas échappé. Alors aujourd'hui, on va en parler, du Ragnar. Alors oui, aujourd'hui c'est un petit peu particulier, déjà parce que j'ai pas commencé par vous saluer, veuillez m'excuser, et surtout parce que cette vidéo n'était pas prévue. À la base, je devais vous faire un truc sur la chevalerie, vous expliquer un petit peu la notion, ce que je fais un petit peu d'habitude, quand l'un d'entre vous m'a interpellé à propos de cette émission, qui passait à la télé, chose que j'ai, mais que je ne regarde plus beaucoup, pour me demander mon avis et savoir si c'était full bullshit, justement. Alors, à votre grande surprise, j'imagine, je suis pas un grand fan de secrets d'histoire. Je suis pas un grand fan de cette vision de l'histoire et de la manière de la présenter, qui pour moi va faire plus de mal qu'autre chose. Pour nos jeunes générations, mais aussi pour les gens lambda, un peu comme nous tous, qui sont intéressés par l'histoire, qui n'y connaissent pas grand chose, et qui n'ont pas le temps de faire des recherches approfondies. Mais bon, passons, on n'est pas là pour faire un procès à l'émission, elle a le mérite d'exister, et surtout, je vais pas vous faire un react plan par plan de l'émission. Déjà parce que j'ai pas les droits d'image, et qu'ensuite je veux pas de soucis avec Stéphane Bern, mais que, principalement, on va le voir, les gars, ils ont pas trop su où ils allaient avec cette émission, puisque quand on va parler de Ragnar, c'est un truc qui est assez compliqué, et qui demande quand même beaucoup de recherche. Moi-même, j'ai passé énormément de temps à vous la préparer, même si elle sort un peu comme ça rapidement. Elle était pas tout à fait finie, et j'aurais aimé passer un peu plus de temps sur l'émission. Mais bon, c'est comme ça, et c'est quand même assez carré, et j'ai 2-3 trucs à vous dire. Parce que oui, le problème principal, c'est que Ragnar, on a beaucoup de choses à dire, et à la fois pas beaucoup. Et dans Secret d'Histoire, ils ont dû s'en rendre compte, et finalement, ils nous parlent de tout et de rien, des Vikings, de Ragnar, de Rollon, de la Normandie, absolument de tout, sans jamais vraiment rentrer dans les détails, et finalement, on n'est pas plus avancé que ça, sur la question de Ragnar Lodbrok. Alors aujourd'hui, c'est un peu le défi que je me suis lancé. J'ai pris les recherches que j'avais déjà, et je me suis dit, je vais essayer de vous présenter justement Ragnar, au travers de ce qu'on en sait principalement, à savoir les sources. Vous le présenter à ma manière. Essayer de traiter le sujet de manière assez carrée, voire, on peut le dire peut-être, scientifique, et vous donner comme ça un petit état des lieux et les clés de qui était ce personnage, Ragnar, historiquement, que ce soit dans sa saga, ou alors dans les autres textes médiévaux où justement il y est fait référence, mais où il ne figure pas dans ce petit bouquin. Alors déjà, Ragnar, si on prend que ses sagas, effectivement on n'en connaît pas grand chose. C'est pas épais, et en plus ce truc concentre 3 textes. La saga de Ragnar, le dit des fils de Ragnar et le chant du Kraka. 3 textes indépendants qui se recoupent et puis qui redisent plus ou moins la même chose, mais quand on la compare à d'autres personnages vikings, comme par exemple Saint Olaf, c'est un peu léger. Hein? Donc évidemment, quand Secret d'Histoire ont voulu faire une vidéo sur notre ami Ragnar, ils ont dû se retrouver face à un premier problème, on n'a pas grand chose à dire sur lui. Mais bon, on n'est pas là pour trash talk l'émission, je vous l'ai dit, il y a quand même des bons points à soulever. Déjà, l'émission tente, à quelques moments, de défoncer quelques clichés comme les casques à cornes, et veut nous présenter un peu d'artisanat, de reconstitution, et surtout, pour une fois dans l'émission, donne la parole à des gens qui s'y connaissent un petit peu. Certes, il y a 2-3 pélos qu'on se demande qu'ils font là, mais on a quand même des spécialistes sur la question, comme Jean Renaud, qui est l'un de nos plus grands spécialistes sur les Vikings avec le regretté Régis Boyer,
et qui remplit la moitié de mon étage sur les Vikings. Mais on a également Lucie Malbos, qui a écrit très récemment une biographie sur Harald à la dent bleue, biographie que je vous conseille, qui est très cool, qui n'est pas si chère, et qui est une bonne référence à mon sens, et que vous avez pu retrouver il y a pas si longtemps chez Nota Bene, je crois, en live, j'avais dû voir quelque chose. Vous avez aussi Laurent Mazet, archéologue spécialiste justement de la fouille dans les milieux scandinaves, ou encore Pierre Bauduin, éminent spécialiste des Normands pendant la période médiévale, et évidemment tout ce beau monde, pour parler d'un sujet comme Ragnar, finalement, ça commence pas si mal. Mais bon, même s'il y a du beau monde, il y a aussi des gens, comme je vous l'ai dit, qui ont rien à faire là, littéralement, et surtout quelques clichés qui n'ont pas véritablement été défoncés, alors qu'ils auraient dû, et surtout quand on a des spécialistes comme eux sur la question. Le premier d'entre eux, qui m'a posé problème, c'est l'existence même du personnage de Ragnar. Ragnar est généralement qualifié de personnage semi-légendaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'attester historiquement, mais des faits qui lui sont attribués sont, eux, attestables, et sa présence répétée dans les sources peut nous permettre de poser la question ou non de son existence. Pour secret d'histoire, Ragnar est donc un personnage comme ça semi-légendaire qui a possiblement véritablement existé. Mais sauf qu'ils le mettent dans la case, par exemple, du fameux Reginerus, le viking qui a assiégé Paris en 845 en donnant le nom de l'émission Ragnar Lodbrok, le viking qui a terrorisé Paris. Mais on va le voir, il suffit pas de s'appeler Ragnar pour être le Ragnar Lodbrok, puisque Ragnar Lodbrok c'est un nom, mais c'est aussi des faits, et c'est une période qui est assez longue. Parce que oui, si vous voulez mon avis, qui ne vaut pas grand chose, d'accord, mais qui est plus ou moins le même que certains historiens sérieux sur la question, le personnage de Ragnar n'a vraisemblablement pas existé. Pour une raison principale, c'est que c'est probablement une compilation de plusieurs faits. Par exemple, tous les faits historiques qui lui sont attestés couvrent une période entre les 8e et 9e siècles de plus de 100 ans. Autrement dit, le Ragnar, il aurait fait des raids pendant 100 ans. J'aime bien la fantaisie, mais là quand même, ça déconne. Surtout que, quand on veut étudier le Ragnar, beaucoup se basent justement sur sa saga. On oublie une chose à propos de celle-ci. C'est une saga. Et si vous connaissez un peu ma chaîne maintenant, vous savez à peu près mon avis sur ces trucs, c'est que les sagas, certes c'est bien parce que c'est des sources, mais c'est des chroniques qui sont très très particulières. En gros, la saga c'est quand même un divertissement. Ça raconte des faits historiques, certes, mais c'est surtout là pour encenser des héros, des dieux, des personnages légendaires, y raconter leurs exploits, les embellir, et mêler tout ça avec des fois des éléments mythologiques, histoire de rendre un truc un peu épique. Faut bien qu'on sache ce qui se passe dans le monde. Non mais on sait ce qui se passe. J'ai 25 espions qui me font 2 rapports par semaine. Ils chantent pas, vos espions. Il manquerait plus que ça. Non, ce qui compte, c'est ce qu'ils disent. Eh ben nous, ce qui compte, c'est que ça chante. La saga, c'est véritablement pas à prendre au pied de la lettre, justement. C'est le principe de ce truc-là. C'est pas sérieux de le faire, et le faire, c'est comme si vous vouliez étudier le Moyen-Âge occidental qu'au travers le Seigneur des Anneaux. Alors certes, c'est épique, c'est super cool à lire, c'est divertissant, c'est de très bons films, mais penser que Minas Tirith existe, c'est une grosse connerie. Si ça peut vous paraître déplacé ou exagéré, faut bien vous dire que dans la saga de Ragnar, on a la présence de serpents géants, on a aussi la présence de vaches qui beuglent si fort qu'elles font trembler d'effroi une armée viking complète en Scandinavie. Quand on a ces deux éléments qui sont attestés de manière historique d'après cette saga, on peut la remettre en question. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, le problème quand je raconte mes aventures, c'est que j'essaie de les rendre un peu... Oui, enfin, avant de les rendre un peu... vous pourriez déjà essayer d'être compréhensible sur les faits. Bah ouais, mais les faits... De même, je vais faire le mec un peu chiant, mais les sources sur Ragnar sont issues pour la plupart de textes retrouvés en Écosse au cours du XIIe siècle, et qui ont été réécrits aux alentours des XIIIe, XIVe siècles par des Islandais. C'est-à-dire que, ce qu'on prend pour acquis sur Ragnar, cette saga, c'est un texte qui est une réécriture d'un texte qui se passe déjà entre 300 à 400 ans après les 10 événements. On a déjà vu plus probant comme source, je suis d'accord. D'ailleurs,
cette thèse que je vous avance, qui est que Ragnar n'a probablement jamais existé, mais que c'est en fait un recueil de compilations, eh ben c'est Jean Renaud qui en parle assez brillamment. Pour lui, justement, c'est une compilation d'œuvres de héros ou de guerriers légendaires qui étaient anonymes ou dont on a perdu le nom, qu'on ne savait pas trop quoi en faire, et qu'ensemble, eh ben, ça faisait une belle histoire, celle de Ragnar Lodbrok, et qu'on pouvait comme ça se la raconter lors des longues soirées d'hiver en Islande, là où le texte fut écrit. D'ailleurs, l'une des sources, selon lui, qui va dans ce sens et qui, selon moi, conforte justement cette situation, c'est que dans les sources, avant le XIIe siècle, les noms Ragnar et Lodbrok ne figuraient jamais ensemble. Ragnar et Lodbrok devaient être deux personnages différents, et même le personnage de Ragnar pouvait regrouper plusieurs personnages qui, quant à eux, devaient s'appeler Ragnar. Oui, c'est un gros bordel, mais c'est ça, les sources, et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Faut juste savoir creuser, et où creuser, pour comprendre ça. Trêve d'émotions inutiles, creuse la tombe. Merci mon prince. Ces sources sur Ragnar apparaissent pour la première fois au IXe siècle, avec les Annales d'Ulster, où un certain Ragnall fait son apparition comme fils du roi Auric Ier du Danemark. Et c'est tout. On a aussi du côté franc une référence dans la Vita Anscari, où un certain Raginarus aurait récupéré un monastère des mains de Charles le Chauve, histoire de faire un peu la paix, avant que ce dernier le récupère avant le traité de Verdun. Donc entre 840, date à laquelle le pieux paternel meurt, et 843, date du dit traité de Verdun. Enfin, une troisième mention au cours du IXe siècle est faite d'un certain Reginerus dans les Annales de Xanten, où ce viking aurait subi un châtiment divin, une maladie, en réponse à ses exactions faites contre les peuples chrétiens en Europe du Nord. C'est vraiment un gros tas de merde. Oui, en gros, Ragnar serait mort d'une bonne grosse chiasse. C'est coup dur pour Jean-Kévin Viking. Mais pour aller plus loin, dans les miracles de Saint-Germain, et il y aura pas de miracle, j'ai dû me les taper, donc vous allez le subir aussi, le Franc nous donne des détails très coulants sur la situation, où il nous dit que Ragnar a gonflé, tel un ballon, a perdu le sens de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, du goût, avant d'éclater, laissant s'échapper ses viscères, ce qui change effectivement de la mort épique de la fosse au serpent. C'est donc assez dur de savoir si Ragnar qu'on connaît et le Reginerus sont véritablement les mêmes personnes, puisque la mort, sur le coup, est bien différente. Oh pardon. Non mais j'ai rien de commun avec ce monsieur, vraiment. Y a qu'à le regarder, hein. Je n'ai aucun rapport avec ce pauvre garçon. Alors ces trois mentions, évidemment, c'est pas tout ce qu'on a sur Ragnar. On en a d'autres, mais elles sont postérieures, notamment chez Saxo Grammaticus, dans sa Gesta Danorum, où il nous parle courant XIIIe siècle de Ragnar Lodbrok. Mais justement, ça nous permet de poser cette question sur ce terme de Lodbrok, de Brévelu, qui, selon la saga, est dû à son espèce d'armure pantalon chelou pour aller tuer un serpent géant. Dans les faits, Lodbrok, lui aussi, a apparu quelques fois, mais beaucoup plus tardivement que Ragnar, puisque c'est aux alentours du XIe siècle. Cette mention, qui est la première que j'ai pu trouver, jusqu'à l'heure actuelle, est celle de Lothbrocus, en 1070, faite par Guillaume de Jumièges dans sa Gesta Normanorum Ducum, où il parle justement d'un Lothbrocus qui aurait forcé à l'exil un certain Bir Costae Ferrae. Bjorn Côte de Fer. Vous avez compris la ref. Une autre mention, toujours au XIe siècle, en 1090, est faite dans la geste des Hambourgeois par un certain Adam de Brême, où un certain Ingar, fils de Lodbraki, fait son apparition. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a sur l'apparition justement de ce terme Lodbrok à l'heure actuelle. C'est du XIe siècle, c'est donc bien plus tardif, et même si on n'en sait pas grand chose de ces mentions de Lodbrok, visiblement elles n'ont rien à voir avec les Reginerus, Ragnar ou Raginarus qu'on a vus jusqu'à présent. Il faut attendre bien plus tardivement, aux alentours des XIIe, XIIIe siècles, pour voir justement la fusion des deux noms. Puisqu'historiquement, c'est au XIIe siècle, entre les années 1120 et 1130, qu'on voit la première apparition de Ragnar Lothbrok, dans l'Island Gigabuk, le livre des Islandais d'Ari Thorgilsson,
où il nous présente un certain Ivar Ragnarsson Lothbrokar. Ivar, le fils de Ragnar Lothbrok, qui aurait commis le martyre de Saint-Edmond, le dernier roi d'East Anglia. Ça commence à faire quand même beaucoup de mentions de Ragnar très différents et qui sont pas véritablement attestés, ou alors sur des cadres géographiques et chronologiques quand même très dispatchés pour penser que Ragnar est un seul et même personnage, surtout de la même période. Alors, j'en ai peut-être perdu déjà quelques-uns avec mon pinaillage sur les sources, mais ça me paraissait nécessaire, mais on va entrer quand même dans le vif du sujet, à savoir le siège de Paris, puisque le cœur de l'émission de Secret d'Histoire devait être sur ça, Ragnar Lothbrok, le viking qui a terrorisé Paris. Et bah ce siège de Paris, qui a lieu en 845, coup de pas de bol, on n'en connaît pas grand chose, puisque c'est celui de 885 qui est beaucoup plus connu et souvent beaucoup plus étudié. Mais bon, celui de 845 est quand même attesté par les sources, et on a quand même 2-3 éléments à en parler. Mais deuxième coup dur, on ne sait pas qui a mené ce siège pour les Vikings. Le fait de l'attribuer à Ragnar, c'est une interprétation de source qui peut être un peu tirée par les cheveux, mais qui tient quand même la route. En fait, pour ce siège de Paris, le chef n'est pas mentionné. Mais on sait, grâce aux annales de Xanten, vous savez, où le Reginerus serait mort d'un gros cacamou, eh ben le chef serait probablement, justement, ce Reginerus à la suite d'un siège d'Hambourg raconté dans les annales de Fulda, où, dans ces annales, justement, le siège d'Hambourg serait une conséquence directe de Vikings qui ont quitté Paris après que le roi des Francs leur ait payé un tribut. Mais bon, admettons que Ragnar soit justement le même Reginerus et qu'il ait fait tout ça. Pourquoi pas, la chronologie se tient à peu près. Savoir si ce Reginerus c'est le même personnage que Ragnar, là encore c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, pour les conditions de sa mort qui diffèrent quand même largement, hein, on y reviendra, mais surtout que la saga, même si c'est là pour divertir, c'est fait pour encenser et glorifier le personnage, comme n'importe quelle chronique médiévale. Sauf que dans la saga officielle de Ragnar, la petite propagande, il n'est fait mention aucunement du siège du Paris. Que ce soit dans la saga de Ragnar, dans le dit des fils de Ragnar, ou même dans le chant du Kraka. C'est donc compliqué de savoir si c'est effectivement bien le même personnage, ou si il a véritablement existé, ou si les propos tenus, que ce soit dans la saga ou finalement dans les chroniques franques, aient véritablement existé. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai? C'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. Puisque concrètement, ne pas parler du siège de Paris dans la propagande officielle, c'est quand même une erreur assez monumentale. Puisque ce siège est une réussite, les mecs vont réussir à piller la ville, ils vont aussi réussir à choper un gros tribut, et c'est quand même un fait super marquant du haut Moyen-Âge. Ne pas parler du siège de Paris quand on veut faire la saga d'un grand héros viking, c'est incompréhensible. Ce qui nous permet de penser justement, comme le disait Jean Renaud, que Ragnar Lothbrok était en fait plusieurs personnages, et que la saga de Ragnar est une compilation de faits justement pour nous divertir. Mais bon, assez de pinaillage sur ce siège. Est-ce que c'est ce Ragnar ou un autre qui l'a commis? On le saura probablement jamais. Par contre, ce qu'on en sait, c'est le contexte historique dans lequel il a eu lieu, puisque lui, il a été attesté, et que les chroniqueurs à cette époque, ils écrivaient quand même pas mal sous les Carolingiens. Alors, ce siège de Paris a effectivement eu lieu aux alentours de mars 845, dans une période assez trouble pour la Francie occidentale. Le roi, en Francie occidentale, c'est Charles le Chauve, petit-fils du grand Charles, et fils direct du pieux paternel. Le Charles, lui, il est en prise directe, justement, avec ses frangins pour la succession du papa. Ça aboutit à des guerres civiles entre les trois frères, jusqu'au traité de Verdun de 843 et la fameuse séparation du Regnum Francorum en 3 royaumes distincts, la Francie occidentale, médiane et orientale. Bref, ces années 840, où Charles prend le pouvoir à la suite du décès du paternel, jusqu'à 843, sont une période de trouble pour les Francs. Ils sont en guerre entre eux,
et Charles en plus doit faire face aux Bretons qui se rebellent ouvertement pour leur indépendance. Faut dire que la question bretonne chez les Francs, c'est une querelle perpétuelle entre soumission et indépendance, et ça depuis les Mérovingiens. Mais bon, ça va aboutir au traité de Compiègne et à la conclusion que le nom est effectivement breton. Mais passons. Puisque c'est pendant ces troubles avec les Bretons qu'en 845, les Vikings vont débarquer en Francie occidentale et remonter la Seine. Notre ami, Reginerus, si on veut croire cette théorie, aurait alors, avec une centaine de Langskip, remonté l'embouchure du fleuve et fait quelques escales du côté de Rouen et de Saint-Germain-en-Laye avant de partir pour Paris, où il arrive en mars 845. Pour vous mettre dans l'ambiance de Paris, en 845, c'est une cible de choix pour des Vikings. La ville est très riche, il y a plein de monastères, et elle est très mal protégée. Son réseau de fortifications est l'héritage direct des fortifications romaines qui sont très mal entretenues, et se concentre principalement sur l'île de la Cité. En gros, les fermes, les monastères, les champs et les habitations des humbles sont sur les rives du fleuve et sont pas protégés. Ce qui fait énormément plaisir aux Vikings, et pour eux, ils jouent véritablement en mode facile quand ils arrivent à Paris. D'ailleurs, la population serait tellement prise d'effroi quand ils voient les dracars émerger depuis la proue des navires, qu'elle rentre en déroute, les soldats abandonnent leurs armes, leurs postes, et d'après Émoin de Saint-Germain-des-Prés, les Vikings trouvent alors aucune résistance. Charles, qui sait que la cité est perdue d'avance, qu'il s'est fait avoir, préfère en effet se concentrer à défendre l'abbaye de Saint-Denis, lieu hautement plus symbolique pour les Francs que la ville de Paris. Ce qui fait que les Vikings, peuvent s'en donner véritablement à cœur joie dans Paris. Il n'y a rien qui peut les arrêter, pas même les murs, et les monastères sont pillés, comme l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés justement, ou encore celle de Sainte-Geneviève. Une fois leur méfait accompli, les Vikings décident de camper aux alentours de la ville et de continuer comme ça leur pillage de manière incessante. Charles comprend alors qu'il a peut-être fait une connerie. Défendre Saint-Denis c'est bien, mais les Vikings n'ont pas l'intention de partir, et il n'a plus les troupes suffisantes, ni le soutien populaire suffisant pour les combattre. Il doit donc passer à la caisse, et se renseigne un peu comment ses voisins saxons arrivent à gérer le problème viking, ce qui aboutit donc au paiement d'un Dengeld. La fameuse tradition saxonne qui fait qu'on paye les Vikings pour qu'ils lèvent le siège et qu'ils arrêtent de piller la dite ville, avant que ces derniers ne reviennent au bout d'un an ou deux, évidemment, avec la promesse d'argent facile, ou soit d'une ville pillée. Bref, Charles se soumet donc à la tradition, et propose aux Vikings un Dengeld de 7000 livres d'argent, ce qui est énorme pour l'époque, en échange de quoi ces derniers doivent lever le siège. Les Vikings, qui seraient donc conduits par Reginerus, si on en croit ses sources franques, acceptent alors le tribut payé par le roi, et Reginerus aurait alors remonté la Francie occidentale, pillé quelques villes au nord, fait un stop à Hambourg, avant de mourir de dysenterie, et c'est la fin de sa vie. C'est sûr que si vous connaissez la vie de Ragnar qu'au travers la série, ça doit quand même vous faire un choc, cette fin. C'est pas véritablement celle à laquelle vous vous attendiez. Mais ça n'a plus rien à voir avec l'histoire! Ah oui, mais c'est plus tout à fait la même histoire aussi. Puisque oui, force est de constater, même si on adore Ragnar et qu'on aimerait penser que tout ce qui est dit est vrai et lui est véritablement attesté, et là-dedans, le siège de Paris n'y est pas, et sa mort est bien différente. Et c'est cette mort-là qui va être choisie par la série, qui est aussi choisie par Secret d'Histoire pour nous expliquer la fin du héros viking, et qui est certes beaucoup plus épique, mais qui aussi nous pose la question de savoir si véritablement c'est bien le même Ragnar dont on parle, puisque des faits et des personnages sont attestés là-dedans. Ces autres événements et personnages qui, pour le coup, sont présents dans la saga et qui sont attestés historiquement sont par exemple le roi Aella, le raid en Northumbrie, ou la présence de certains des fils de Ragnar. Puisque Ragnar a eu de nombreux fils, issus de 2 mariages différents. Mais les plus connus sont les 4 qui sont également présents dans la série. Ce sont Ivar le Désossé, Bjorn Côte de Fer, Sigurd Œil de Serpent, et Hvitserk, qui lui n'a pas de surnom.
Pour le bien de cette vidéo, qui, déjà, je pense, est pas super simple d'accès, on va éviter de partir dans tous les sens et de vous parler des vies de chacun de ses fils, puisque chacun pourrait mériter une vidéo à part entière, chose que, peut-être, je suis en train de travailler justement dans le même temps que je travaillais ça sur Ragnar. Vous verrez ça peut-être assez rapidement. Mais bon, on va se concentrer principalement donc sur le texte, encore une fois, et donc, aller là où ça nous intéresse, le raid en Northumbrie et la mort de Ragnar. En gros, le point de départ de cet élément qui est devenu presque un mythe fondateur pour les Scandinaves est le même que ce soit dans la saga de Ragnar ou le dit des fils de Ragnar. À la suite du meurtre de ses premiers fils par un roi norrois rival à Ragnar, les 4 fils nommés précédemment vont décider de venger ces derniers pendant que papa, lui, est occupé à faire des raids on ne sait où. Ces derniers vont arriver à venger leur demi-frère, buter le criminel en question, et à partir de là, commencer à mener des raids qui vont faire parler d'eux. Bjorn va partir en Méditerranée, Ivar va faire peur à tout le monde, bref, la gloire des fils de Ragnar va commencer à éclipser celle de leur père, et Ragnar ne va pas aimer ça du tout. Du coup, pour que ce soit lui, qui reste le plus grand viking connu à ce jour, décide de lancer une expédition qui va être très couillue, et qui, certains pensent qu'il s'est perdu d'avance, le fameux raid en Northumbrie. Ragnar, devant la gloire que ses fils ont amassée, doit mener une action forte, épique, et quasiment légendaire. Et pour ça, il décide d'envahir l'intégralité des royaumes saxons présents en Angleterre, avec l'aide simplement de 2 navires et de l'équipage que ceux-ci peuvent contenir. Une mort certaine, une faible chance de succès. Mais qu'attendons-nous? Oui, l'idée est quand même assez conne. Ragnar est mis en garde par sa femme, par ses fils, mais malgré tout ça, il décide de partir avec la promesse de gloire plein les yeux. L'aventure de Ragnar se passe alors plutôt mal, vous vous en doutez. Ses navires se prennent tempête sur tempête, et seulement quelques hommes arrivent à survivre tant bien que mal, et à débarquer sur les côtes anglaises, ou plus précisément de Northumbrie dans un état assez pitoyable. La Northumbrie, à cette époque, serait alors dirigée par le roi Aela, d'après les sagas. On serait donc après 867, date à laquelle Aela prend le pouvoir en butant un certain Osburs. Vous faites ce que vous voulez de cette info, mais au moins, on peut avoir une date comme ça. Ragnar lance alors ses raids en Northumbrie, mais effectivement, ces mecs sont fatigués, à moitié morts, ils sont peu nombreux, et c'est une défaite cuisante pour le roi des Vikings. Toute son armée se fait exterminer par les Northumbriens, et Aela ne sait pas qui il a en face de lui. Il se doute que c'est un roi viking, que c'est un personnage important, mais ne sait pas à qui il a affaire. Bref, au cours d'une bataille, alors que Ragnar, d'après les légendes, arrive à buter énormément de Saxons sans avoir la moindre égratignure, se fait quand même capturer et interrogé par Aela pour savoir qui il est. Ragnar refusant de dire son nom, Aela finalement l'exécute comme un malpropre, ou du moins comme un païen, en le jetant dans une fosse aux serpents, où Ragnar aurait alors déclamé ses derniers vers, non moins célèbres: « Oh, comment les petits porcelets vont grogner quand ils vont entendre ce que le vieux porc a souffert. » Ouais, c'est clairement pas fou pour de la poésie, même moi j'aurais pu faire mieux, je pense. Mais qui vous demande de vous occuper des paroles? C'est le fond sonore qui est agréable. Bref, d'après les sagas, Aela aurait compris, grâce à ses vers, que le mec qui vient de buter était en fait Ragnar. Est-ce que c'est la référence au petit porcelet qui grogne, qu'il a comparé au fils de Ragnar? Dans tous les cas, il est très fort, et c'est pas super sympa pour les rejetons. Bref, il envoie alors un émissaire, en Scandinavie, prévenir que le paternel est mort. Et là-bas, la nouvelle est vue comme un choc, évidemment, par les Scandinaves. Mais pas véritablement de la manière dont on l'imagine. Si, dans un premier temps, Bjorn, Hvitserk et Sigurd voudraient venger leur père et lever une armée pour aller combattre Aela, c'est pas le cas d'Ivar. Sauf que Ivar, contrairement à la série, c'est l'aîné des fils de Ragnar et c'est lui qui décide. Et Ivar, il a mauvaise que son père est mort de manière aussi conne,
Surtout avec une volonté aussi égoïste que dépasser ses propres gloires. Ivar, qui est piqué au vif par l'égoïsme de son père, refuse de lever une armée pour aller venger ce dernier, et laisse donc ses 3 petits frères l'enlever tant bien que mal quelques troupes, ce qu'ils vont avoir du mal à faire, puisque l'aîné ne les soutient pas, et aller prendre leur pinier en Angleterre contre Aella. Ouais, là encore ça diverge pas mal de la série, mais c'est présent comme ça, dans la saga. Aella, qui voit alors cette armée viking débarquer, est quelque peu surpris, mais aussi rassuré, puisque de tous les vikings qu'il redoute, d'après la saga, c'est Ivar qu'il craint le plus, comme en fait la plupart des Saxons de cette époque, et même des Scandinaves. Bref, voyant qu'il a affaire qu'aux petits frères, et qu'il arrive à les défaire sans trop de soucis, il se dit que il faudrait peut-être quand même négocier avec Ivar, histoire de pas prendre un retour de bâton à un moment. Et des pourparlers vont s'engager entre les deux. Si Ivar répète une nouvelle fois à Aella qu'il ne veut pas faire de combat contre lui, et qu'il promet justement de pas lever des troupes contre le roi des Saxons, il veut quand même une réparation face au préjudice qui est l'humiliation de ses frères et le meurtre de son père. Et telle une scène de la mythologie, Ivar va demander un don de terre au roi des Saxons, toute la terre que va pouvoir contenir la peau d'un bœuf. Oui, c'est étrange, mais c'était aussi ça, les sagas. Ivar surenchérit en demandant qu'il choisisse lui-même la peau du bœuf en question, et que plus tard, il pourra fortifier justement son don de terre de la manière dont il l'entend. Aella accepte le tout en pensant qu'il fait une bonne affaire. Ivar aurait alors fait découper en de fines lanières la peau du plus grand bœuf qu'il aurait pu trouver, et dessiner ainsi le contour de sa future ville, qui va donner York. Bien que l'archéologie atteste que la ville existe depuis au moins le 1er siècle après Jésus-Christ, mais bon, passons, hein, les sagas, la mythologie, la fantasy, tout ça, vous connaissez les principes maintenant. Bref, Ivar dessine alors la future York, fortifie cette dernière, et on fait une place pour des lancements de raids et de pillages dans les îles britanniques, ce qui la met assez mauvaise entre lui et Aella, qui l'a vraiment pas vu venir ce coup-là, et passe véritablement pour un con dans l'histoire. Tu te sers de ton épée, moi c'est ma ruse que j'utilise. Nous jouons avec les jouets que nous donnent les dieux. Fort de sa nouvelle place forte, et aussi de sa ruse, Ivar va alors jouer sur les deux tableaux maintenant. Il va d'un côté continuer de promettre à Aella qu'il ne l'attaquera pas, et en échange ce dernier lui paye des tributs, un peu sorte de Dengeld pour que ce dernier reste bien tranquille chez lui. Et dans le même temps, Ivar va pousser ses frangins à relancer une expédition contre le roi Aella pour venger son père et maintenant étendre ses futures terres dans les royaumes saxons et la future principauté de York. Bref, le plan est assez simple, puisque Ivar va tenter de jouer de sa ruse pour la mettre à l'envers à Aella, et surtout montrer au petit frère que c'est bien lui le chef, puisqu'il va réussir à mettre à genoux le royaume des Saxons. Il va alors contacter Aella pour dire que justement les petits frangins sont en train de repréparer une nouvelle grande armée pour envahir le royaume des Saxons, mais que, conformément à sa promesse, lui, ne bougera pas et n'interviendra pas. Dans le même temps, il prévient les petits frères qu'il a leur plein soutien pour mener cette armée, et ces derniers arrivent véritablement à construire ce qui va devenir la grande armée, puisqu'il n'y aura plus de dissension entre les frères lors de cette campagne. Et dans le même temps, Ivar, avec tout l'argent récupéré grâce au roi Aella, va soudoyer les grands du royaume de Northumbrie pour que ce dernier lui prête allégeance à lui plutôt qu'au roi Aella. Aella convoque alors ses alliés, sauf que personne ne répond à l'appel. Et dans le même temps, Ivar contacte ses frères et dit à ces derniers de se manier le train, qu'il a réussi à payer les Saxons pour qu'ils ne rejoignent pas Aella, et que donc le roi des Northumbriens ait du pain béni pour eux et une cible de choix. La bataille se fait quasiment immédiatement, et sans surprise, le roi de Northumbrie est battu, capturé, jugé et exécuté selon la méthode légendaire de l'aigle de sang. Méthode assez bourrine qui consiste à t'entailler le dos jusqu'à l'os, te péter les côtes, te les déplier et sortir tes poumons pour te les mettre sur les épaules, ce qui, d'après les sagas,
est censé te faire ressembler à un aigle prenant son envol. Il faut plutôt y voir un élan. Un élan. Pas l'animal. Ah oui, là, oui, un élan, oui. Ce qui compte, c'est le mouvement. Ah bah non, bah alors c'est bien le problème, il bouge pas. Mais bon, c'est avec cet événement que se termine la saga officielle de Ragnar. Et on comprend finalement que Ragnar, c'est peut-être pas le même qui a assiégé Paris. Ils ont quand même deux destins qui divergent énormément, et faire une vidéo qui s'appelle Ragnar Lodbrok, le viking qui a terrorisé Paris, c'était un peu ambitieux. C'est probablement plus, comme le dit Jean Renaud, une compilation de faits de différents vikings qui vont faire une histoire assez divertissante. Par contre, si la saga se termine là, le bouquin, lui, n'en termine pas là, puisqu'il y a le dit des fils de Ragnar, qui évidemment ne se termine pas à la mort de ce dernier, mais commence avec celui-ci. Les fils de Ragnar vont laisser une empreinte presque indélébile dans l'histoire occidentale, et justement, il y aura peut-être moyen de faire une vidéo ou deux à leur sujet. De même, si dans Secret d'Histoire, on a une ouverture comme ça de 10-15 minutes sur Rollon, peut-être à cause de la série où il nous est dépeint comme le frère de Ragnar, frère qui n'a jamais existé, lui aussi pourrait faire l'objet d'une vidéo, et ce serait quand même un poil plus intéressant que Ragnar, puisque, contrairement à ce dernier, lui a vraisemblablement, véritablement existé, des faits lui sont attribués, et il est tout aussi en couleur, voire beaucoup plus épique que Ragnar Lodbrok, puisque ce dernier, au moins, ne meurt pas de la même manière. Mais ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. On se dit à la prochaine fois. Le bisou.